Les médicaments sauvent des millions de vies, mais leurs effets indésirables auraient également causé près de 200 000 morts en Europe, 100 000 aux États-Unis en un an. Alors, si quelques affaires éclatent, et on vous en parle régulièrement, on sait quand même assez peu de choses sur le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique. Michael Borch-Jacobsen, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, historien, vous enseignez à l'Université de Washington et vous avez dirigé ce collectif Big Pharma qui vient de sortir aux éditions Les Arènes, un livre qui réunit les spécialistes internationaux, des médecins, des lanceurs d'alerte. Alors ce que vous dénoncez dans ce livre, c'est un peu que cette industrie pharmaceutique, qui après tout est une industrie, s'intéresse un petit peu avant tout au profit. Oui, absolument. C'est une industrie comme toutes les autres. Elle cherche à maximiser les retours sur investissement de ses actionnaires. Et ça veut dire vendre un maximum de pilules à un maximum de gens. Et on comprend ça de la part d'une industrie automobile. On a plus de mal éthiquement à dire que c'est pareil pour l'industrie pharmaceutique. Oui, quand sans on est doute, naïf. Sans doute. Bon, l'industrie pharmaceutique sera ravie si elle découvre un médicament qui marche très bien pour le cancer ou pour une autre maladie. Mais ce ne sera pas son objectif principal. Avant tout, elle va chercher un médicament qui pourra faire beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle un blockbuster en anglais, c'est-à-dire un médicament qui fait plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. Voilà. Alors, qu'un labo veuille trouver un médicament qui se vende bien, à la limite, pourquoi pas, du moment que ça nous fait du bien. Le problème, c'est que vous dénoncez aussi le fait que les labos, non pas inventent, quoique, mais mettent en avant de nouvelles maladies. Oui, absolument. C'est une technique de marketing qui a un nom dans le milieu, le condition branding en anglais, c'est-à-dire la promotion de maladies. Au lieu de vendre et de promouvoir un médicament, on promeut une maladie d'abord, pour ensuite venir derrière avec une molécule qui est censée guérir cette maladie. Et donc comme ça, on peut se tailler des niches de marché de façon tout à fait artificielle. Ça ne veut pas dire qu'on invente forcément une maladie, ça veut simplement dire qu'on la promeut. Des fois, on l'invente. Il y a un cas assez savoureux, c'est celui du trouble dysphorique prémenstruel, qui était un trouble psychiatrique qui a été intégré au DSM-4. Qui est la référence, le bouquin de recueil de toutes les maladies psychiatriques. C'est ça, exactement. Et c'est donc un trouble qui est, en gros... c'est quand les femmes sont un peu chiantes avant les règles. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est pour résumer, d'accord. Et là, c'est devenu un trouble. Pourquoi est-ce qu'on a promu cette maladie? Tout simplement parce qu'il fallait trouver un débouché pour une molécule qui s'appelle la fluoxétine, plus connue sous le nom de Prozac, dont le brevet était arrivé à expiration. Donc la compagnie Eli Lilly, qui produit cette molécule, a décidé de recycler cette molécule sous le nom de Sarafem pour guérir le trouble dysphorique prémenstruel. Donc on peut effectivement se tailler des marchés pour des molécules en resegmentant le marché et en promouvant des maladies. On avait accusé aussi d'ailleurs l'industrie de faire pression pour baisser les chiffres de tension artérielle ou de glycémie acceptables pour pouvoir prescrire un peu plus de médicaments. Tout à fait. Et ça, c'est un problème énorme. C'est-à-dire qu'on a effectivement abaissé les seuils de l'hypertension, du taux de cholestérol, pour l'ostéopérose, etc. Évidemment, à chaque coup, dès qu'on baisse les taux, on augmente le marché. On augmente le marché. Des millions, des dizaines de millions de gens qui sont... En vous écoutant, c'est l'industrie pharmaceutique qui régit les règles médicales et les bonnes pratiques médicales, comme si l'Organisation mondiale de la santé écoutait les labos, comme si les médecins cardiologues, enfin le 14-9, quand on est passé de 16-9 d'hypertension à une définition à 14-9, tous les médecins, tous les cardiologues, tous les spécialistes de l'hypertension disaient que effectivement, à partir de 14-9, on avait des effets secondaires. Donc, c'est pas forcément les laboratoires. Ils ont intérêt, parce qu'ils vont vendre plus de médicaments entre 14 et 16, bien évidemment, mais c'est pas que les labos qui créent ça. Alors, les médecins, ils font quoi là-dedans? Les médecins, lesquels? Les experts ou les médecins praticiens? En tout cas, tous ceux qu'on reçoit sur ce plateau et qui nous disent depuis des années que 14-9, c'est la limite à pas dépasser. Écoutez, il faut bien comprendre que la recherche médicale, au niveau mondial, est financée à 90% par les labos. Il est bien évident que cette recherche va s'orienter de façon privilégiée sur les secteurs qui intéressent l'industrie. Alors, les médecins ne sont pas forcément vendus ou achetés. Il n'empêche que mécaniquement, si vous voulez, l'argent de l'industrie dirige la recherche vers
des points très précis. Et donc, ce n'est pas étonnant si on aboutit toujours au résultat qui est d'étendre le marché, d'augmenter le nombre de patients, etc. Donc, et il y a des cas, évidemment, où on voit très bien que les médecins sont carrément achetés. On en donne des exemples dans le livre. Je ne veux pas les exonérer trop vite, si vous voulez. Il y a des scandales sanitaires qui sortent. Le Mediator est sorti récemment en France. Est-ce qu'il y a, à votre avis, beaucoup de scandales comme ça, sanitaires, pharmaceutiques, qui sont tus par les labos ou longtemps couverts, en tout cas? Tuent pas les labos, mais bien sûr. Mais c'est ça le scandale. Est-ce qu'il y en a beaucoup? S'il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. On en donne toutes sortes d'exemples dans le livre. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'en France, il a fallu attendre l'affaire du Mediator pour que les gens, le grand public en tout cas, se rendent compte de l'énormité des pratiques de certains labos. Et quand je dis certains labos, je suis gentil. En fait, ce sont tous les labos au niveau mondial qui ont ce même genre de pratique. Le Mediator n'est qu'un cas parmi d'autres. Aux États-Unis, il y a eu depuis une dizaine d'années une série de procès intentés aux labos. Ils ont été condamnés à des amendes absolument faramineuses. La dernière en date, c'est celle de GlaxoSmithKline qui a dû payer 3 milliards de dollars pour avoir caché les risques de ses antidépresseurs, de son antidiabétique, etc., etc. C'est quelque chose qui, dans d'autres pays que la France, est très connu depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cette puissance? Parce que c'est une machine de guerre, hein, l'industrie. C'est une machine de guerre. Comment on peut essayer d'assainir un peu ce système? C'est un problème politique, c'est évident. C'est une industrie énorme. On appelle ça Big Pharma aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, comme on dit Big Oil ou Big Tobacco, parce que c'est la troisième industrie au niveau mondial, après le secteur industriel, le secteur bancaire et le pétrole. C'est des sommes énormes. Le chiffre d'affaires au niveau mondial de l'industrie pharmaceutique en 2011 était de 956 milliards de dollars. C'est 2 fois la dette souveraine grecque. Ça vous donne une idée de... ce sont des sommes fabuleuses. Et un pouvoir comme ça, évidemment, vous n'avez pas aller à l'encontre comme ça. Enfin, les solutions sont dans le livre, mais c'est de séparer et l'industrie et la recherche. Écoutez, ça c'est évident, c'est une utopie aussi. C'est une utopie. Mais c'est évident que quand on sait que la recherche publique n'a plus d'argent. Tant que l'industrie sera derrière la recherche sera corrompue. Il n'y a pas d'autre terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Big Pharma, coordonné donc par Michael Borch-Jacobsen, ça vient de sortir aux arènes. Merci d'être venu. Je vous remercie. Tout à l'heure à 14h.